Alors, voici la terre que nous vous laisserons, saccagée, polluée, désertifiée. Avec moi pour en parler. À ma gauche, Jean-Pierre Andrevon. Est-ce qu'il faut encore le présenter, Jean-Pierre Andrevon? Oui, allez. Grand prix de la science-fiction française, prix Julie Verlanger, prix de roman d'aventure, pour différents romans évidemment, et une multitude de romans dont on peut sortir Le travail du furet à l'intérieur du poulailler, Le désert du monde, Le monde enfin, non, ça c'est des nouvelles. Demain le monde, non, ça c'est des nouvelles. Toute la saga de Gandahar, etc. C'est un homme qui fait aussi, qui écrit des chansons, qui dessine, bref, un artiste à tout faire. Pierre Bordage, bon, c'est presque aussi un artiste à tout faire, mais je ne crois pas que tu écris des chansons. Il en a écrit, mais tout le monde s'en fout, oui. Aussi plein de romans. On va sortir Wang pour peut-être autour du thème ici. Sylvie Millet, traductrice, écrivaine, et surtout dans le dernier tome de son détective des dieux, Lasserre, le dernier tome s'appelle Trahison en terre celte. Et Nicolas Cartelet, avec une série de romans aussi. Le dernier paru est Dernière fleur avant la fin du monde, je crois, à moins qu'il y en ait eu d'autres depuis. Voilà. Mais donc, on va parler de cette terre, de ce qu'on nous laisse à nos enfants. En fait, Jean-Pierre Andrevon, c'est un peu la terre que nous laisserons, un des grands thèmes de plus de 50 années d'écriture. Oui, oui, tout à fait. Dès mes premiers textes, c'est mon tout premier texte publié, d'ailleurs, qui s'appelle La Réserve, qui était paru dans Fiction. Je parle d'une terre désertifiée, effectivement, où les gens les quelques survivants sont venus à un stade tribal et de cueilleurs-chasseurs. On se rappelle des mots d'Einstein, la Troisième Guerre mondiale sera un coup de bombe atomique et la quatrième un coup de bâton. Et malheureusement, c'est ce qui nous attend, même si ce n'est pas une guerre atomique qui nous attend, c'est une guerre plus larvée, ou en tout cas, on croyait plus larvée, il y a encore quelques dizaines d'années, et qui maintenant, on sait, on a la certitude chiffrée qu'elle nous tombe sur la tête. Hein. On ne parle plus de changement climatique, on parle d'emballement climatique maintenant, et c'est très très grave. Ça nous menace vraiment. Aujourd'hui, ce n'est pas nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, c'est nous maintenant. Alors c'est vrai que la connaissance de ces faits est venue petit à petit, à mesure que les scientifiques nous la soufflaient, parce que nous, écrivains de science-fiction, on n'est pas des scientifiques, on se base sur ce qu'on nous dit, sur ce que les scientifiques savent et ont calculé et nous disent, pour écrire nos petites histoires. Et souvent, je dis que maintenant, où peut aller la science-fiction sans parler de cet emballement climatique, sans parler de la pollution généralisée, sans parler de l'extinction des espèces, je ne sais pas. Ou alors, on fait de la fantaisie. Moi, la fantaisie ne m'intéresse pas, effectivement, même si on y baigne dedans, dans cet environnement d'Épinal. Et voilà, quoi, j'ai pas écrit que ça, mais c'est vrai que ça m'a toujours interpellé, ça m'a toujours angoissé, il faut bien le dire. La perspective de la fin de l'humanité, pas la fin de la planète, hein, la planète survivra. De toute façon, quoi qu'il arrive, elle a survécu à 5 grandes extinctions déjà, dont une qui a annihilé plus de 90% des êtres vivants. Mais bon, j'ai toujours pensé que c'était difficile de ne pas tenir compte de ces faits pour écrire une nouvelle ou un roman de science-fiction. Alors, dans les années 70-80, au plus chaud de la guerre froide, on pensait plutôt à la guerre atomique, hein, qui avait été théorisée. Effectivement, 800 millions de morts, la couverture nuageuse, etc. Bon, l'hiver atomique, comme on l'appelait. Et maintenant, donc, c'est la pollution qui s'est aggravée du fait de l'élévation progressive, lente, mais très, 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 très rapide à l'échelle géologique de la Terre, et l'élévation de la température causée, bien entendu, par nous autres, pauvres humains. Chaque fois qu'on prend la voiture, ceux qui ont encore une voiture, il y en a peut-être, ils y contribuent. Chaque fois que vous mangez un beefsteak, il n'y a peut-être pas que des végétariens dans cette salle, vous y contribuez, etc. etc. Alors voilà, je me dis, qu'est-ce qu'on peut écrire en science-fiction si on ne rend pas compte de ce fait? Bon, voilà, j'en ai assez dit, peut-être.
Sylvie, dans ton dernier Lasserre, Trahison en terre celte, en effet, il y a une enquête, mais c'est dans un monde où aussi le dérèglement climatique, on ne peut pas encore parler de réchauffement peut-être, est en train de s'opérer. Oui, alors c'est de la fantaisie urbaine, qui va parler effectivement de ces problématiques-là, puisque Lasserre, on est dans un monde dans les années 30, qui ressemble à notre monde, mais c'est un monde où les structures politiques antiques sont toujours en place, donc il y a encore des pharaons en Égypte, des empereurs à Rome, etc., et où les dieux se promènent au milieu des hommes. Et donc là, dans ce tome 5, Lasserre qui mène des enquêtes pour le compte des détectives, il est appelé en Gaule parce qu'il y a eu un souci qui s'est passé pendant un rituel, le rituel d'Imbolc, qui est donc le rituel du printemps qui consacre le retour, le réveil de Mère Nature. Et ce rituel a été perverti par un druide, et du coup, il va devoir enquêter pour essayer de rattraper ce druide et l'obliger à corriger son rituel, parce qu'il constate que lui qui est né en Gaule, a été élevé en Gaule, après il est parti en Égypte, mais c'est le printemps, il n'y a pas de bourgeons sur les arbres, les bêtes qui d'habitude mettent bas à cette époque-là, là n'attendent pas de petits. Et on va voir petit à petit que le climat va se dérégler au fil de l'histoire. Il apprend un peu plus tard que le Nil soit gèle à un moment donné ou se dessèche, et qu'il y a comme ça des catastrophes de plus en plus un peu partout dans le monde. Et il va mettre le doigt dans quelque chose de beaucoup plus profond, parce que derrière cette perversion d'un rituel à un endroit, il y en a eu d'autres à d'autres endroits, et il va devoir aller creuser au niveau de divinités beaucoup plus anciennes et beaucoup plus oubliées pour essayer de trouver qui a provoqué ça. Et en fait, c'est une extinction massive qui est en train de se dérouler, et il va devoir sauver la planète. Vaste programme. Nicolas, dans le dernier roman de Nicolas aussi, les insectes pollinisateurs ont disparu, et les exploitations pollinisent à la main. Une très belle image d'ailleurs. Là aussi, c'était obligatoire, enfin, pour toi, c'était normal de parler de ce dérèglement climatique et de ces problèmes d'environnement? Oui, je suis un petit peu d'accord avec ce qui a été dit avant. Je pense qu'on peut pas parler, on ne peut pas faire d'anticipation sans parler de ça. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que la plupart des gens ont accepté l'idée qu'on allait vers un effondrement climatique. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on agit énormément pour lutter contre ça, mais en tout cas, on en a conscience. Là, en l'occurrence, effectivement, mon roman, il y a deux catastrophes. Il y a l'effondrement du monde, c'est-à-dire notre société telle qu'on la connaît, l'économie de marché, etc. Mais aussi l'effondrement climatique avec la disparition des abeilles. Et ça, c'est pas de l'anticipation, en fait. On a déjà des régions dans le monde où les abeilles ont disparu, puisqu'en fait, l'idée de ce roman m'est venue après avoir visionné un reportage sur une région, dont j'ai oublié le nom, à l'ouest de la Chine, une très grande région où les abeilles ont disparu, et donc où les exploitations agricoles doivent assurer la pollinisation des plantes à la main, sinon les autres insectes ne suffisent pas en fait pour y parvenir. Et ça m'avait assez glacé le sang. Ça mobilise des milliers d'ouvriers agricoles tous les ans, qui sont évidemment qui travaillent dans une précarité totale. Voilà, c'est assez glaçant. Et donc c'est pas de l'anticipation, ça commence aujourd'hui. On peut imaginer évidemment que ça va s'étendre à d'autres régions du monde avec l'aggravation des problèmes climatiques. Et chez Pierre, le dérèglement climatique intervient dans beaucoup de tes romans? Il intervient, mais de façon indirecte. J'ai fait deux ou trois post-apocalyptiques qui parlent plutôt de guerre nucléaire, dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure, ou de cataclysmes provoqués par l'homme, qui peut être aussi génétique d'ailleurs. J'ai l'impression que notre espèce elle est assez douée pour se détruire. Elle s'ingénie à se détruire d'ailleurs, on passe beaucoup de temps à ça. La preuve, c'est que la plupart des inventions sont d'abord d'essence militaire. Ça veut dire détruire le plus de monde possible en un minimum de temps possible. Donc, ok, on est dans une sorte de mouvement qui semble conduire à notre perte inexorablement, puisque nous sommes apparemment incapables de contrôler quoi que ce soit, parce qu'il y a toujours des notions
territoire, d'appartenance à des territoires, ça qui prédomine sur ce que devrait être l'intérêt global de l'espèce. Donc j'ai l'impression qu'on est condamné à ça, mais je me demande si ce n'est pas une malédiction, si ce n'est pas déjà écrit dans les livres anciens, s'il n'y a pas déjà cette notion d'âge de la destruction qui, par exemple, le Kali Yuga en mythologie indienne, ou en religion indienne, c'est-à-dire il y a un âge de destruction où il faut tout raser pour repartir parce qu'on est incapable de prévoir, enfin comment dire, de parer cette destruction programmée. Donc est-ce qu'on est là-dedans? Moi j'essaie de voir un petit peu, est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce qu'on est vraiment là-dedans? Parce que j'ai l'impression que malgré les avertissements qui sont lancés partout, malgré les avertissements des scientifiques, malgré les avertissements des auteurs de science-fiction, qui disent strictement rien par exemple, okay, on essaie de le faire quand même, personne ne réfléchit vraiment. Enfin, je veux dire, on est par exemple, on a une élection européenne là, dans les jours qui viennent, et personne ne parle de ça, on s'en fout complètement. On est là en train de parler de marché, de comment on va rétablir l'économie, de comment on va relancer la croissance, de tout ça. Et tout ça est me semble archi dépassé, démodé et mortifère. Donc ok, allons-y, fonçons dedans, et puis on regarde ce qui se passe.